Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Parlons Placement, on est heureux de vous retrouver. Un petit mot d'actualité tout d'abord, puisque vous dirigez 1, 2, 3 IM et vous êtes une des sociétés emblématiques finalement de cet investissement dans les PME, les startups, le non-coté de France et de Navarre, qui a bénéficié pendant des années d'un avantage fiscal, notamment lié à l'ISF, qui permettait à ceux qui payaient cet impôt de défiscaliser une partie des sommes en échange d'investissements dans des fonds comme les vôtres. C'était la fameuse loi TEPA. Tout à fait. J'imagine que ce changement, cette disparition de l'ISF est un impact non négligeable sur vous? Alors c'est un impact effectivement. Aujourd'hui sur 1,3 milliard que gère 1, 2, 3 IM, il y a à peu près 700 millions d'euros de stock issus de collectes ISF PME qui ont permis effectivement depuis une dizaine d'années de drainer de l'épargne des particuliers vers le financement des PME non cotées. Heureusement, nous ne gérons pas que des produits ISF PME. On en parlera, c'est le sujet d'aujourd'hui. On gère des fonds de diversification et aujourd'hui, 500 millions d'euros de nos stocks est issus de produits de pure diversification. Néanmoins, il y a un réel manque à gagner pour les PME au final, parce que celles qui vont être les grandes perdantes de cette modification et cette disparition de l'ISF, donc de l'ISF PME, ce sont les PME qui vont perdre environ 1 milliard de financement qui était injecté tous les ans grâce à ce mécanisme-là. On milite, on devrait avoir un nouvel IR-PME, loi Madelin, qui aujourd'hui a assez peu d'efficacité fiscale et assez peu souscrit par les épargnants, puisque la réduction n'est que de 18%. Voilà, on milite et les parlementaires devraient nous écouter pour avoir un IR-PME à 30%. Bon, malgré tout, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. C'est pour ça que vous aviez anticipé et diversifié, vous nous l'avez expliqué. Et vous sortez un nouveau produit consacré aux PME françaises, toujours, mais côté obligataire, en quasi-fonds propres, obligations convertibles. C'est un FPCI. Un nouvel acronyme. Voilà, Fonds professionnel de capital investissement, qui est le véhicule dédié, qui est le grand frère des FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, ou des FIP, Fonds d'investissement de proximité. Le FPCI, Fonds professionnel de capital investissement, n'offre pas d'avantage fiscal à l'entrée. Néanmoins, on a une souplesse totale. Là où sur les fonds fiscaux, on a énormément de contraintes qui sont dictées par le législateur. On ne peut pas investir dans toutes les zones françaises. On ne peut pas investir sur tout type de société. L'argent est fléché. Sur le FPCI, on a une liberté totale de gestion. Néanmoins, il y a un point important, c'est qu'à la sortie, on bénéficie des mêmes avantages fiscaux que sur les fonds fiscaux, c'est-à-dire une exonération des revenus et des plus-values. La seule chose qui est à régler, c'est les prélèvements sociaux. Ce qui, quelque part, est assez simple, parce qu'on gagne si on mise sur les bons chevaux, plutôt que d'avoir une réduction sur le billet de loterie à l'entrée. Exactement. Et encore une fois, pour revenir sur la loi TEPA, la très bonne chose, la bonne idée de cette loi TEPA, ça a été de permettre de parler PME à des épargnants français qui aujourd'hui ont compris la mécanique d'investissement 10 ans après. On a eu la chance d'avoir des résultats pas trop mauvais sur l'ISF PME qui nous ont permis, encore une fois, de séduire et de sensibiliser les épargnants français en leur disant la PME n'est pas forcément dangereuse. Et donc, en fait, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'on peut, en effet, diversifier son portefeuille sur cette classe d'actifs. On peut gagner de l'argent si c'est fait de façon professionnelle et intelligente. Et voilà, maintenant, l'avantage fiscal était une cerise sur le gâteau, mais on n'a pas besoin, on peut continuer à investir sur ce segment. Et c'est ce que vous proposez. Alors, professionnel, je reviens sur ce terme. Ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès ? Non, tout le monde n'y a pas accès. Effectivement, c'est aujourd'hui un produit qui est réservé à des clients avertis, des clients qui ont déjà investi dans les entreprises non cotées, dans des fonds d'investissement. Et à ce titre-là, ils ont accès à ce produit-là à partir de 30 000 euros. C'est un produit plutôt haut de gamme, encore une fois, pour des clients qui sont déjà bien diversifiés, dans l'assurance vie, on en parlait, dans l'immobilier, bien évidemment, dans les valeurs mobilières, dans les produits structurés. Et là, c'est l'étape d'après. C'est sur une part de leur épargne qui doit représenter au maximum 5 à 10% de leur épargne, leur surface financière. Et là, ils vont s'exposer à un produit de diversification. C'est un produit qui va offrir un rendement supérieur aux autres classes d'actifs. On parle de combien ? On parle de l'ordre de rendement net visé, qui est de l'ordre de 7 à 8% par an sur une durée de 5 ans. Sur quel type d'entreprise, de sous-jacent vous allez investir ? C'est important, effectivement. Historiquement, l'inconscient collectif faisait quand on souhaitait investir de mon côté, c'est ce que l'on faisait il y a une dizaine d'années, on investissait en actions et on prenait un risque fort
en investissant, en faisant des paris sur des PME françaises. Depuis quelques années, on a travaillé nos produits pour offrir aujourd'hui aux épargnants français un produit beaucoup plus défensif. Premièrement, on n'investit pas en actions, mais on investit en obligations d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de risque plus mesuré, puisqu'on est mieux protégé qu'un investissement en actions. Deuxièmement, l'obligation offre une visibilité sur la maturité, et cette maturité de l'ordre de 5 ans. Et le dernier sujet, c'est qu'on a travaillé sur les thématiques et on va s'attacher à financer des PME dans des secteurs dits défensifs, c'est-à-dire offrant une bonne visibilité sur leurs revenus futurs et relativement défensive par rapport à la conjoncture économique. Donc ce que vous me dites, c'est que en fait, c'est ce véhicule d'investissement, l'obligation convertible par rapport à l'action, est plus défensif. Il me garantit mieux contre... en fait, il me garantit mieux en tant que créancier, mais pas forcément... si l'entreprise va pas bien, j'ai les mêmes risques qu'un actionnaire. Tout à fait. Si l'entreprise va au tapis, tout le monde perd. Le banquier qui a prêté de l'argent perd. L'investisseur en obligation perd et l'investisseur en capital, l'entrepreneur perd. Néanmoins, si c'est un succès mesuré, l'obligataire va percevoir son coupon et le chef d'entreprise va peut-être pas faire de plus-value, mais nous, en tout cas, on aura touché notre coupon et on est prioritaire en cas de cessation. Et donc c'est ça la grosse différence, c'est le coupon. Hein. C'est quand même le fait d'avoir des loyers, des dividendes qui vont, enfin pas des dividendes, mais des revenus, des coupons, des revenus qui vont tomber de façon régulière, ce que n'offrent pas toujours les fonds propres, c'est-à-dire les actions. Exactement. L'intérêt de ce produit, et en rentrant dans le détail, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il offre 2 types de parts. Des parts de capitalisation qui vont permettre d'aller chercher du rendement in fine et des parts dites de distribution qui peuvent servir un coupon jusqu'à 4% de revenus par an. Malgré tout, vous allez continuer à faire du private equity et de l'investissement dans des actions et des fonds propres traditionnels? La particularité d'un 2/3e, c'est qu'on est des généralistes ou des multispécialistes du private equity. C'est-à-dire qu'on finance aussi bien des jeunes pousses que des entreprises matures. On investit aussi bien en actions, en prenant un risque plus fort, qu'en obligations avec un risque mesuré. Là, c'est un produit conçu pour avoir un risque, encore une fois, mesuré, un rendement capé de l'ordre de 7 à 8%, qui s'adresse à des épargnants qui veulent faire un premier pas dans le non-coté et qui ne veulent pas prendre trop de risques par rapport à cette classe d'actifs. À l'autre bout de la chaîne, les entreprises qui pourraient être intéressées par ce type de financement, il faut qu'elles remplissent des critères bien particuliers, notamment celui de servir des revenus. Celui de servir des revenus, donc on s'adresse effectivement, les entrepreneurs qui nous intéressent et qui vont rassurer nos clients investisseurs, ce sont des entrepreneurs qui sont assis sur un business, on l'évoquait tout à l'heure, avec une visibilité, des business rentables, encore une fois, qui dégagent des cash flows, qui sont capables de servir un rendement au coupon des obligations. Quelle liquidité on peut espérer? Alors, quand on achète une obligation, c'est ce qu'on appelle un fonds à échéance. Donc, on va se constituer dans les prochains mois un portefeuille diversifié d'obligations convertibles qu'on va porter à échéance 5 ans. L'objectif, c'est qu'au terme des 5-6 ans, on ait récupéré, on ait liquidé et récupéré les sommes investies qu'on puisse redistribuer à nos clients. Mais on n'y touche pas avant 5-6 ans. Il faut avoir cet argent de disponible. Exactement, sauf si on opte pour les parts de distribution qui peuvent servir ce coupon de 4% par an. Qu'est-ce qui se passe en cas de défaut de l'un de ces investissements? Alors, ça arrive, sur ces 10 dernières années, on a investi, nous, sous forme obligataire, on a acheté plus de 400 millions d'euros d'obligations d'entreprises non cotées ces 10 dernières années pour un taux de défaut inférieur à 5%. Donc ça arrive quand l'entreprise, encore une fois, va mal, ce qui est assez rarement le cas. On a assez peu de cas d'entreprises qui vont directement au tapis. On a des cas d'entreprises qui ont du mal à l'échéance, ils ont du mal à rembourser l'obligation. Dans ce cas-là, on convertit, on reprend la majorité du capital et on va céder l'entreprise. Et en général, quand on la cède, on récupère toujours quelque chose. Peut-être pas 100%, mais toujours entre 50 et 70%. Et c'est là où c'est un métier qui est le vôtre, savoir évaluer, diversifier le portefeuille et puis gérer en effet d'éventuels pépins. Une dernière question liée à la fiscalité. On peut encore profiter de l'ISF PME cette année? Alors effectivement, pour revenir sur un autre sujet qui est l'ISF PME, il y a un effet d'aubaine d'ici la fin de l'année, puisque l'année prochaine, on ne paiera plus d'ISF, mais de l'IFI, on en a parlé. À partir de l'année prochaine, on ne pourra pas réduire son IFI. On sera obligé de le payer. Il n'y aura pas de mécanisme. Il n'y aura pas de niche fiscale, de plafond. Il n'y aura pas de niche fiscale attachée à ce nouvel impôt. Néanmoins, aujourd'hui, en l'état actuel des textes et du projet de loi de finances, on peut, jusqu'au 31/12,
souscrire au produit ISF PME qui était ouvert en début d'année Ouais. pour réduire son IFI de l'année prochaine. Donc c'est la dernière fois qu'on peut profiter d'une niche fiscale sur l'IFI. Donc autant en profiter et y aller. L'appel est lancé. En effet, la fenêtre est restée ouverte en fait, jusqu'au 31-12. Exactement. Et ça permet en effet à ceux qui le souhaitent d'en profiter. Merci Xavier pour toutes ces Merci explications. À très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec grand plaisir dans un mois pour un nouvel épisode. Bon placement à tous.